je suis dirigeante de Perfom en Normandie. Donc, c'est un réseau que j'ai rejoint il y a bientôt 4 ans, après un parcours en entreprise, en PME, en grande entreprise chez Orange. Voilà. Et puis, je m'étais dit que je monterais une entreprise avant d'avoir 50 ans, ce que j'ai fait avec grand plaisir, puisqu'aujourd'hui, en fait, je partage tout ce que j'ai accumulé comme connaissances, compétences, appétences pendant ma carrière avec des clients entreprises et avec des candidats. Voilà. Mais le réseau Perfum, c'est Jean-Charles d'abord. Donc, à toi, Jean-Charles. Oui, voilà. Donc, Jean-Charles Defouché, moi, j'ai un parcours dans les RH en entreprise. J'ai été des RH de structure allant jusqu'à 5000 personnes. Et puis, à 40 ans, à l'aube de la seniorité, j'ai monté ma structure de conseil en ressources humaines et en recrutement. Voilà, donc le cabinet Perfom, parce que je voulais vraiment positionner l'homme au centre de toutes mes préoccupations et de toutes les préoccupations des organisations. Voilà, c'est vraiment pour une question d'alignement de valeurs que j'ai créé cette structure. Et aujourd'hui, Perfom, c'est plus 23 implantations, voilà, une trentaine de consultants répartis à travers la France. Voilà, nous allons, je pense, avoir à peu près une dizaine de créations de postes dans le réseau cette année. Voilà, et notre activité, c'est à la fois 50% conseil en recrutement et en chasse de tête, et puis conseil en RH, voilà, à 50%. Voilà pour une présentation très brève de vos interlocuteurs. Je vous propose maintenant de regarder un peu le menu. Alors, on peut dire que c'est comme une carte de restaurant. Là, ça fait plaisir de voir qu'on peut commencer à avoir des analogies comme ça sans être complètement décalé. Voilà. Alors, on a choisi 10 thèmes. Les 10 thèmes, en fait, c'est pas nous qui les avons choisis, c'est vous qui les avez choisis parce qu'on s'est inspiré de toutes les questions que vous avez posées lors des précédents webinaires et on vous a aussi sollicité via un questionnaire spécifique pour l'organisation de ce webinaire. Et voilà les 10 questions qui sont ressorties en tête de l'enquête que l'on a faite. Donc, je vais les lister très rapidement parce qu'on va revenir dessus, mais voilà, ça va vous donner un peu le menu de ce webinaire. Quelle est la situation de l'emploi des seniors en France? Comment fonctionnent les cabinets de recrutement? Comment transformer un bon CV en excellent CV quand on est senior? Comment décrocher un entretien de recrutement quand on est senior? Le management de transition, quoi, pourquoi, pour qui et comment? Et le salariat, est-il toujours possible? La reconversion professionnelle, pourquoi pas, à condition de 3 petits points. Comment structurer sa recherche d'emploi? Comment aborder la question du salaire sans donner l'impression de se brader? Comment casser les idées reçues sur les seniors? Oui, donc on est vraiment, voilà, c'est des questions cash. Voilà, on ne tourne pas autour du pot. Ce sont vos questions, les questions que vous nous avez posées. Voilà. Alors, le premier point, quelle est la situation de l'emploi des seniors en France? Alors, vous voyez un petit graphique là qui donne le taux d'emploi des seniors de 55 à 64 ans en 2020. Et vous voyez que le positionnement de la France, malheureusement, ne donne pas très envie, puisque on est plutôt dans le dernier quart des pays de l'OCDE. Voilà, on est un peu en dessous de 55% de taux d'emploi des seniors. Alors, ce taux augmente tous les ans, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il augmente tous les ans, plutôt sur la tranche d'âge 55-60. Au-delà de 60 ans, le taux augmente moins rapidement que pour la tranche d'âge 55-60 ans. Je vous ai mis sur la droite quelques informations sur la dernière enquête de l'APEC qui est sortie très récemment. Eh bien, vous voyez que les chiffres du nombre de recrutements cadres en France en 2020 par rapport à 2019 est en régression de 20%.
on est très, très sensiblement sur les mêmes chiffres que Syntec Conseil en recrutement aussi a par les cabinets de Syntec. Hein. Donc, on est tout à fait conforme à notre vision du marché aussi, à Syntec. Hein. Donc, l'APEC et Syntec ont la même vision, hein, un recul à peu près du marché de 20%. Voilà. Le prévisionnel pour 2021 est à plus 8% au global. Hein. Alors, bon, ça, c'est une enquête qui a été menée sur le premier trimestre 2021. Voilà, je pense que si on interrogeait aujourd'hui les entreprises, le rebond de 8% serait même encore un peu plus favorable, hein, puisque on a plutôt, depuis quelques semaines, des informations favorables, hein, sur l'économie et la régression de la pandémie. Donc, voilà. Alors, concernant le recrutement des cadres à plus de 20 ans d'expérience, hein, alors les seniors ont parfois plus de 20 ans d'expérience, mais ça commence à s'approcher de la catégorie des seniors. Vous voyez que le recul a été de 28% en 2020 par rapport à 2019 et que le prévisionnel 2021 est encore en régression à moins 2%. Donc, on a, comme à chaque fois, hein, en période difficile, eh bien, les tranches d'âge extrêmes de la pyramide des âges souffrent plus. Hein, donc, à la fois les jeunes et les seniors ont vu la baisse du nombre de recrutements plus important que la moyenne. Hein, voilà. Donc, bon, mais moi, je m'attends quand même en 2021. J'ai quand même un secret espoir que le moins 2% bascule en positif quand même en 2021 avec les bonnes informations sur le front économique qui sont en train de sortir. Puisque bon, quand on regarde par exemple l'indice PMI Market du cabinet Market qui interroge les directeurs d'achat, on s'aperçoit que l'indice PMI composite en France est à 57%, hein, à 57 points. La croissance est au-dessus de 50, hein, donc 57, c'est notablement au-dessus de la croissance. Donc, tous les économistes, hein, l'INSEE aussi, parlent d'un climat des affaires qui a pris 12 points au mois de mai par rapport au mois d'avril. Voilà. Donc, on peut s'attendre dans les mois qui viennent à un fort rebond de l'activité économique et qui sera plutôt favorable à l'emploi. Le climat de l'emploi de l'INSEE mesuré au mois de mai est remonté à 100. Hein, donc, ça veut dire que visiblement, l'anticipation des entreprises sur l'emploi est en train de rebasculer dans le positif, hein, le 100 étant la moyenne de long terme, hein, pour l'INSEE. Voilà. Donc, on peut s'attendre à un rebond d'activité quand même très net à partir du mois de la mi-mai, des déconfinements progressifs et du mois de juin qui va profiter à l'emploi. Hein. Voilà. Moi, c'est ma conviction que je peux vous partager aujourd'hui. Alors, ce que l'on peut dire quand même quand on voit ces chiffres-là, eh bien, ça veut dire que il va falloir, en tant que senior, redoubler entre guillemets d'imagination pour avoir accès à l'emploi, hein, que peut-être les chemins les plus pratiqués seront peut-être un peu moins productifs que d'habitude. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Je vais m'arrêter là sur ce slide. Il y a une première question, peut-être vous pouvez éclairer tous les deux. Il y a des gens qui demandent en fait, à partir de quel âge on considère qu'on est senior. Oui, alors, bon, il y a plusieurs définitions. Hein. Vous voyez que là, j'ai choisi des statistiques de 55 ans à 64 ans. Voilà. L'APEC vous dit plus de 20 ans d'expérience, c'est leur critère, hein, de sélection au niveau de l'âge, hein, plus de 20 ans d'expérience. Voilà. Je pense que ce qu'on peut considérer, hein, c'est que dans la plupart des organisations, hein, beaucoup d'apogées de carrière se situent entre 45 et 50 ans. Voilà, hein. Donc, voilà, je pense que
on peut rejoindre la problématique des seniors à partir de 45 ans, mais de manière un peu plus réelle à partir de 50 ans. Voilà ce que je dirais par rapport un peu à tout ce qu'on va échanger aujourd'hui. Voilà. Alors, comment fonctionnent les cabinets de recrutement? Je te propose voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, dans nos métiers du conseil en recrutement, dans les métiers du recrutement, il y a 4 typologies d'acteurs. La première typologie d'acteurs sont les entreprises de travail temporaire qui peuvent faire du recrutement CDI depuis quelques années, comme vous le savez. Je ne vais pas m'étendre sur cette catégorie-là parce que la catégorie senior n'est pas la catégorie la plus importante pour les entreprises de travail temporaire. On est plutôt sur la catégorie, entre guillemets, les catégories plus jeunes et un peu moins positionnées dans la hiérarchie. On a les agences de recrutement. Les agences de recrutement, ce sont des intermédiaires de recrutement qui vont recueillir les besoins en entreprise et qui ont une bonne capacité de sourcing et de proposition de candidature avec des CV, voilà, avec des personnes qui, en général, ont été vues soit par téléphone, soit par visio, soit par entretien. Plusieurs options sont possibles. C'est ce qu'on appelle les agences de recrutement. Voilà. Donc là, il y a effectivement dans ces agences quelques recrutements seniors, mais vous l'avez compris, plus on déroule le cercle et plus on va s'adresser à des postes confirmés et à des niveaux de qualitatifs supérieurs. On arrive au cabinet de conseil en recrutement, donc là c'est un peu la catégorie des cabinets de conseil de Syntec que nous représentons ici, Nathalie et moi. Donc là, la spécificité de ces cabinets, c'est qu'ils interviennent à 2 niveaux, à la fois en recrutement classique, mais aussi en approche directe et en chasse de tête. Donc, je ne vais peut-être pas expliciter de manière très particulière ce point-là, parce qu'il est en général très connu par les personnes, mais en tout cas pas dans le détail, mais je pourrais revenir plus spécifiquement. Juste le principe de recrutement classique, il y a diffusion d'annonces, et le principe de recrutement par approche directe et par chasse, il n'y a pas de diffusion d'annonces, et le cabinet va utiliser tous les autres moyens pour avoir accès aux candidatures et va, je dirais, solliciter par lui-même les candidatures sans utiliser d'annonce. Voilà, donc ça, c'est la spécificité des cabinets de conseil en recrutement. Ils ont cette capacité d'agir sur les 2 niveaux, avec les 2 manières de faire. Voilà. Et puis, autre spécificité de ces cabinets de conseil, c'est qu'ils ont une capacité de conseil en amont sur l'organisation, sur la définition du besoin, sur la structuration de l'organisation, de l'entreprise. Et puis aussi, il y a tout un aspect de conseil sur la définition du besoin, sur la marque employeur, tout un aspect de conseil aussi sur le choix du candidat. La plupart de ces cabinets utilisent des outils d'assessment qui vont donner un éclairage supplémentaire au-delà de l'entretien classique sur les candidatures. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les cabinets de conseil en recrutement, cette catégorie-là, où là, effectivement, on est dans des structures qui sont fortement sollicitées pour les postes de cadres confirmés. On s'aperçoit quand même qu'en pourcentage, les entreprises font plus appel aux cabinets de conseil en recrutement en pourcentage pour les cadres confirmés que pour les cadres débutants ou les cadres middle management. Parce que voilà, là, toute la notoriété du cabinet, le conseil, on est sur des enjeux de recrutement assez importants et on a plus tendance à faire appel au cabinet de conseil dans ce cadre-là. Et puis, alors, il y a une
dernière catégorie, les chasseurs de tête que j'appellerais pure players, qui eux ne font que de la chasse de tête, hein, et on est en général ciblé sur des postes de cadres dirigeants et sur des dirigeants, hein, voilà. Donc là on est sur des niveaux de postes très bien rémunérés et à très forte valeur ajoutée, cadres dirigeants, hein, et dirigeants, hein, voilà. Voilà ce que, et en mode approche directe, hein, uniquement. Voilà. Est-ce que, pardon, est-ce qu'on nous demande si l'approche directe, c'est ce qu'on appelle aussi, enfin, c'est le marché caché, c'est les offres du coup qui sont qu'on n'a pas directement par l'approche directe ou c'est encore autre chose? Alors, ça fait partie effectivement du marché caché. Alors, le marché caché, les emplois vont être pourvus par ce biais-là ou par d'autres biais que l'on va examiner tout à l'heure, hein. Mais oui, ça fait partie du marché caché. Alors, pourquoi en fait une entreprise peut avoir intérêt à ne pas communiquer sur ses postes? La première raison, c'est parce que l'entreprise ne veut pas dire à l'extérieur et à la concurrence qu'elle recrute tel poste ou tel poste. Ou l'entreprise n'a pas envie forcément aussi de communiquer, que ça se sache en interne qu'elle est en train de pourvoir tel poste ou tel poste. Ou alors, autre hypothèse, hein, c'est que l'entreprise a envie que le cabinet de chasse contacte directement des candidats qui travaillent chez des confrères. Et vous savez qu'en France, c'est interdit qu'une entreprise contacte par elle-même des candidats chez des confrères directement. C'est interdit. Elle a l'obligation de passer par un intermédiaire, par un chasseur de tête. Donc ça, c'est la troisième hypothèse, hein. Pourquoi les entreprises ont recours aux chasseurs de tête, hein. Donc, comment transformer un bon CV en excellent CV? Alors ça, c'est une question qu'on a souvent, c'est est-ce que le CV doit absolument faire une seule page? Donc, la réponse, quand on est senior, c'est non, bien sûr. On a de quoi remplir 2 pages quand on est senior, ce qu'on n'a pas peut-être quand on est débutant ou jeune diplômé. Donc, personnellement, moi, je préfère nettement avoir un CV qui fait 2 pages et qui répond à toutes les questions que je me pose quand je lis le CV, plutôt que d'avoir un CV hyper résumé qui finalement va me laisser sur ma faim parce que je vais me dire bon j'ai pas entendu ça ou j'ai pas vu ça ou il n'explique pas ce qu'il a fait là ou elle ne dit pas ce qu'elle a eu comme résultat. Voilà, et donc ça oblige, en tout cas pour nous recruteurs, à faire beaucoup plus d'efforts de compréhension de la candidature. Si le CV est en une page alors qu'il résume une carrière de 25 ans, que s'il est en 2 pages et qu'il est détaillé. Voilà, est-ce que je vous surprends en disant ça? Peut-être, mais en tout cas, quand on est senior, on peut sans problème faire un CV sur 2 pages. Alors ensuite, assumer son âge jusqu'au bout. Alors pourquoi ça? Parce que parfois la tendance quand on a plus de 50 ans, c'est de ne pas mettre son âge en haut à gauche, à côté de son nom, son prénom, son adresse. On se dit, bon, ben, je ne vais pas mettre mon âge. Ou alors, je ne vais pas mettre ma photo, parce que sinon, on va voir que j'ai plus de 50 ans. Ou que, voilà. Bon, c'est un choix hein, et je le respecte, bien sûr. Maintenant, pour être tout à fait transparente, la première chose qu'on fait s'il n'y a pas l'âge, c'est qu'on va regarder à quel âge, enfin, à quelle date la personne a eu son bac pour à peu près estimer quel âge a la personne. Bon, parce qu'on a besoin de savoir un peu à qui on s'adresse. Non pas qu'on va filtrer les candidatures en fonction de l'âge, mais qu'en fonction des postes, on peut avoir besoin de plus ou moins d'expérience ou que on a besoin, c'est une information qui est utile. Voilà, donc c'est pour ça qu'on disait assumer son âge jusqu'au bout et savoir le valoriser. Soigner le résumé en misant sur l'expérience et sur les soft skills.
Clairement, quand on assume son âge jusqu'au bout, on est capable dans un résumé de dire, voilà, j'ai 25 ans d'expérience en tant que responsable, directeur financier, trilingue au sein de groupes industriels et j'ai de vraies capacités d'adaptation, de résolution de problèmes complexes, de créativité, d'intelligence émotionnelle, par exemple. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut écrire sur en tête de CV ou sur une lettre de motivation qu'on ne va pas pouvoir écrire quand on est jeune diplômé ou quand on a 4 ou 5 ans d'expérience. Donc, bien sûr, profitez-en. Vous avez de quoi, vous êtes légitime pour écrire tout ça parce que vous avez un vrai bagage et vous avez développé de vraies compétences qui font la différence par rapport à des candidats plus jeunes. Alors, ensuite, est-ce qu'il faut un CV par compétence ou un CV chronologique? Un peu des deux. Quand on est senior, en effet, les compétences vont être différenciantes par rapport à des juniors. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à commencer son CV par les compétences clés qu'on va pouvoir proposer, même si le CV chronologique derrière, en commençant bien sûr par la dernière expérience, reste intéressant parce que c'est quand même le plus facile à lire et le plus facile pour le recruteur voilà, à qui il faut que vous simplifiez le boulot aussi. Donc d'abord les compétences clés qui sont vraiment différenciantes par rapport à des juniors. Ensuite, votre CV chronologique ou antéchronologique. Et surtout, travailler ces expériences sous forme de mission et résultats. Voilà, de telle date à telle date, j'ai travaillé dans telle entreprise. J'avais pour mission principale de lancer telle marque sur le marché espagnol et où il y avait déjà deux concurrents locaux fortement implantés. Et en un an, on a réussi à obtenir 20% de part de marché sur ce nouveau produit. Voilà, ça, c'est un CV par mission-résultat. Et c'est très valorisant et très valorisé, notamment pour les profils seniors. Et puis sinon, mais ça c'est valable pour tout le monde, c'est pour ça qu'on dit et toujours un titre, des verbes d'action, des mots forts, des mots-clés, mais ça c'est valable pour tous les CV. Donc un titre de CV, je ne vous apprends rien en disant que le titre du CV, c'est le titre de l'annonce à laquelle vous répondez. Quand c'est une réponse à annonce, parce que bien sûr, quand c'est une candidature spontanée, il faut être un peu plus sioux. Des verbes d'action, toujours. Les mots forts, c'est quoi? Ce sont les mots que vous avez repérés dans la culture de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui communique sur le fait qu'elle est passée d'une organisation de ses stocks artisanales à une véritable, à une stratégie de stock professionnelle et maîtrisée, voilà, vous allez penser transformation, accompagnement du changement, entreprise qui grandit. Et donc, ces mots-là, ce sont des mots qui vont parler à l'entreprise quand elle va les lire dans votre CV. La différence avec les mots-clés, c'est que les mots-clés, ce sont les mots que vous voyez dans l'annonce, tels quels. S'ils cherchent quelqu'un qui maîtrise, qui a une maîtrise niveau expert d'Excel, ça, c'est un mot-clé qu'il faut absolument retrouver dans votre CV parce que ça va rassurer l'intermédiaire déjà, le cabinet de recrutement qui va recevoir tous les CV et qui lit très vite dans un premier temps les CV. Il faut que les mots-clés lui sautent aux yeux. C'est aussi important, pourquoi? Parce que de plus en plus, les cabinets travaillent avec ce qu'on appelle des ATS. Donc, ce sont des Applicant Tracking Systems, donc des logiciels qui vont faire tout un travail de filtrage sur les mots-clés avant même que le CV n'arrive entre les mains d'un consultant. Et donc, ces mots-clés, ça peut être des compétences, ça peut être des expériences, ça peut être des logiciels, ça peut être des langues, ça peut être des secteurs d'activité. Par exemple, l'industrie aime bien les profils qui ont déjà travaillé dans l'industrie parce que c'est particulier. Donc, voilà, très important de remettre les mots-clés de l'annonce dans votre CV de façon bien sûr intelligente et bien réfléchie.
Voilà pour les quelques conseils d'un excellent CV senior et quelques rappels de conseils pour tout le monde, senior ou junior. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, il n'y a pas de questions, mais plus des gens qui sont quand même, enfin, voilà, qui s'interrogent entre guillemets sur le fait de se dire est-ce que quand même 2 pages, c'est pas trop long? Est-ce que du coup, la deuxième page peut être complétée par un QR code pour mettre des éléments qui manqueraient ou par la page LinkedIn? Voilà, il y a quelques gens qui sont un peu surpris de se dire que sur 2 pages, ça peut passer. Alors, je sais que ça peut surprendre. Jean-Charles, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème avec les CV de 2 pages à partir du moment où il y a du vrai contenu. Évidemment, si c'est un CV de quelqu'un qui a 30 ans et qui est délayé sur 2 pages, ce n'est pas justifié. Mais quand on est senior, généralement, on a beaucoup de choses à dire et moi, je n'ai aucun souci avec les CV en 2 pages. Oui, l'avantage du… Alors, il faut rappeler comment travaillent les cabinets de recrutement, hein, et normalement aussi les recruteurs sérieux en entreprise. Les cabinets de conseil en recrutement, on établit en fait une liste de critères objectifs qui sont importants pour réussir dans le poste. C'est des critères de réussite dans le poste et ce sont des critères objectifs. Et après, tout notre travail, nous, en tant que recruteurs, c'est de voir par rapport à ces critères, est-ce que les candidats correspondent à ces critères? Alors, on a des critères indispensables, on a des critères souhaitables. Tous les critères n'ont pas le même poids, mais on a une dizaine de critères, il faut que vous le sachiez. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mystère, d'ailleurs. Hein. C'est même comme ça qu'il est recommandé de travailler. Hein. Voilà. On a des critères. Donc, si en amont de votre CV au départ, vous mettez toutes vos compétences, tout ce qui est, tous les points clés de votre CV, un beau résumé, et que l'on voit apparaître du coup les critères importants pour le poste, je peux vous dire qu'on sera très, 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 très content de lire les 2 pages et d'en savoir beaucoup sur les personnes. Donc, un CV en 2 pages est très utile, surtout si en haut de la première page, on a un petit résumé des points forts du CV avec les compétences clés qui ont été développées. Parce que là, quand un recruteur se dit, bah, tiens, sur les 10 points, je vois que la personne, elle en a mis déjà 5 dans son chapeau, je peux vous dire que le recruteur, il va éplucher votre CV et plus il aura d'informations sur votre CV et plus il sera content. L'expérience montre que quand on est senior, eh bien, une page, c'est un peu juste pour rédiger un CV comme nous vous le conseillons ici, hein, c'est-à-dire sous la forme mission-résultat, comme l'a très bien expliqué Nathalie par un très bon exemple. Pourquoi c'est important pour un recruteur? Un recruteur, il va pas recruter, enfin, il recrute quelqu'un qui a tenu un poste, oui, mais ça, il y a beaucoup de gens qui ont tenu le poste. Hein. Ce qu'ils recrutent, c'est surtout des gens qui ont réussi dans le poste et qui ont des faits qui démontrent qu'ils ont réussi. Dans l'exemple que citait Nathalie, hein, prendre 20% de part de marché très rapidement, bah, ça montre que la personne, elle a tenu le poste, mais elle a aussi été, je dirais, performante dans son poste. Hein, voilà. Et donc, le recruteur, il va chercher si vous avez été performant dans votre poste. Donc, travailler sous la forme, quelles étaient mes missions, ma feuille de route et quels ont été mes résultats, surtout sur je dirais les postes les plus importants de votre carrière, c'est essentiel. Et ça prend un peu de place et ça sera difficile de le faire tenir sur une page. Voilà. Et ça, ne pas travailler comme ça, juste mettre une liste à l'après-vert de vos 5-6 entreprises et de la dizaine de postes que vous avez occupés sans donner plus d'informations, c'est un petit peu dommage. Le recruteur va être un peu sur sa faim. D'autant plus qu'à ces niveaux de poste, on cherche des gens qui sont orientés résultats. Voilà. On cherche des gens qui aiment les challenges, qui aiment les missions, qui veulent délivrer du résultat. Et rien que le fait de rédiger votre CV en mission résultat, le recruteur il va se dire ah bah oui, cette personne-là, eh bien, elle est orientée résultat, c'est ce qu'il me faut. Voilà.
On a une question sur le titre qu'on peut donner à son CV quand on a une expérience qui est assez polyvalente et qu'on a une recherche qui peut aller sur plusieurs postes. Alors, ça dépend si vous répondez à une annonce ou si vous êtes en candidature spontanée. Si vous répondez à une annonce, la règle, c'est toujours le titre de l'annonce. Si vous êtes en candidature spontanée, en effet, là, il faut trouver un terme générique ou alors plusieurs titres, plusieurs termes qui permettent à l'entreprise ou au cabinet, en candidature spontanée aussi, de vous situer sur tous les métiers ou tous les postes qu'ils pourraient avoir en tête. Mais en effet, c'est plus compliqué en candidature spontanée ou sur votre profil LinkedIn, par exemple. Parce qu'un profil LinkedIn, il est susceptible d'être consulté par tout type d'entreprise ou tout type de recruteur sur tout type de poste. Et il faut que le titre de ce profil soit suffisamment large pour pouvoir répondre à différents postes sans être non plus trop vague. Donc, n'hésitez pas à mettre plusieurs titres. Est-ce qu'on doit aussi indiquer, par exemple, si on a été personne aidante ou voilà, du coup, on a un trou dans le CV? Est-ce que ça, il faut l'expliquer ou comment on l'indique? Alors moi, je conseille de l'indiquer parce que, quand je disais tout à l'heure, voilà, notre réflexe, c'est d'aller voir en quelle année la personne a eu son bac. De la même façon, c'est d'aller voir s'il y a des trous dans le CV. C'est une des premières choses qu'on regarde. Donc, plutôt que de laisser un trou, il vaut mieux expliquer les choses. Et on peut avoir un accident de parcours quelque part. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cette période de trou d'activité, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on en a fait d'intéressant? Qu'est-ce qu'on en a appris? À quoi on a consacré ces années ou ces mois? Et donc, en effet, aider une personne en fin de vie ou élever ses enfants, ce sont des façons d'occuper ce temps qui sont tout à fait valorisables et qui ont développé des compétences différentes de celles qu'on développe quand on est en poste. Donc, après, savoir aussi l'expliquer et savoir l'argumenter, mais plutôt que d'essayer de camoufler les choses en rajoutant quelques mois sur la dernière expérience et en anticipant la suivante, en effet, il vaut mieux assumer et expliquer. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que un cabinet de conseil en recrutement qui fait bien son travail, derrière, va prendre des références dans les entreprises où vous avez travaillé précédemment en vous sollicitant pour avoir des noms pour appeler les personnes avec qui vous avez travaillé. Et l'une des premières questions que va poser le recruteur, c'est de valider les dates, vos dates de travail dans l'entreprise. Donc, si les dates qui sont données par vos références sont différentes de celles que vous avez mises dans le CV, forcément, ça joue très en votre défaveur. Je vous ai mis en effet les soft skills qui étaient les plus recherchés en 2021, puisque chaque année, le World Economic Forum fait le top 10 des compétences, des soft skills recherchées. Pardon. Et donc, voilà le top 10 2021. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai donné mon exemple de responsable ou directeur financier qui avait de vraies compétences en capacité d'adaptation, résolution de problèmes complexes, créativité et intelligence émotionnelle, vous voyez qu'il coche 3 des 10 compétences douces les plus recherchées en 2021. Donc voilà, ça peut être malin parmi ces compétences de choisir celles qui sont les vôtres et de les mettre en valeur. Une autre photo que j'aime bien, donc c'est la roue des soft skills classée par catégorie qui vous permet de varier un peu les adjectifs que vous utilisez pour vous décrire.
Voilà, parce que bon, il y a plus original que dynamique et bienveillant, par exemple. Donc, n'hésitez pas à varier le vocabulaire. Il y a le choix et dans cette roue des soft skills, je suis sûre que vous en identifiez déjà plusieurs qui vous correspondent. Voilà, vous la trouverez sans problème sur Internet. Et là, c'est bien la 4e question et je te repasse la parole, Jean-Charles. Pardon, il y a juste parce que la personne aurait écrit, du coup, on nous demandait juste sur le fait d'avoir des trous dans son CV, quand c'est suite à un licenciement ou à une longue période de chômage ou un burn-out éventuellement. Enfin, comment on peut aussi l'expliquer Idem, l'expliquer. Enfin, je pense que la transparence est toujours de mise. Alors, surtout pour un licenciement économique, ça s'explique, ça s'écrit même, hein, ce licenciement économique, ça s'écrit et là, c'est factuel. Et voilà, tout recruteur sait que c'est la vie en entreprise et que ça existe. La question du burn-out est un petit peu plus complexe. Je ne pense pas que ça s'écrit dans un CV. En revanche, ça peut s'expliquer en entretien s'il y a des questions spécifiques. Voilà, Jean-Charles, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que, bon, de toute manière, il faut être… l'art du recrutement, hein, c'est d'être vrai, mais de ne pas forcément tout dire, hein, voilà. Ou de dire les choses qui sont les plus… qui sont les mieux tournées, hein, et qui sont les plus à votre avantage. Donc, voilà, je pense que de toute manière, quand vous présentez votre parcours au départ dans un entretien de recrutement, il faut mettre en valeur vos expériences. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire un propos complètement chronologique et de passer à travers et de détailler toutes vos expériences. En 5-10 minutes, votre pitch il doit être quand même bien concis et bien centré sur l'essentiel. Vous prenez dans vos expériences ce qui est le plus valorisant par rapport aux critères que vous avez pu discerner chez le recruteur que vous avez en face de vous, hein. Voilà. Donc, au départ, normalement, eh bien, vous n'allez pas avoir besoin d'expliquer, entre guillemets, les périodes d'inactivité, hein. Et donc, vous allez pouvoir marteler tous les points positifs de votre CV et de votre parcours. Et ça va, entre guillemets, en procédant comme ça, et pas de manière complètement chronologique, vous allez pouvoir minimiser cette partie-là de votre parcours qui est peut-être moins à votre avantage. Et après, eh bien sûr, ça intéressera le recruteur de savoir ce qui s'est passé, mais surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est de le tourner le plus positivement possible, c'est-à-dire enfin, on sait bien quand on est senior, la carrière professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille et ça n'existe quasiment pas des personnes qui ont un CV confirmé sans accroc dans le CV, ça n'existe pas. Voilà. Ça existe quand on est trentenaire, mais quand on est cinquantenaire, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, le recruteur, il a bien conscience de ça. Et le recruteur, en fait, il va vérifier si vous correspondez aux critères, voilà, et comment vous avez vécu et rebondi après des périodes plus difficiles, parce que tout le monde a vécu des périodes difficiles. Donc moi, mon conseil sur vos périodes difficiles, insistez sur comment j'ai rebondi, qu'est-ce que j'ai appris, quelles leçons j'en tire, comment j'utilise tout ce que j'ai vécu pour enrichir mon expérience. Voilà, hein. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons même, hein, entre guillemets, les échecs qui sont qui sont vécus et sur lesquels la personne a tiré les leçons de son expérience sont plus valorisés que les expériences réussies. Voilà, hein.
Donc inspirez-vous de ça. Si vous avez eu des périodes difficiles, quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Et ça, c'est très important. Et si vous valorisez ça, vous allez pouvoir bien surfer sur la vague et bien enfin, garder toutes vos chances pour le recrutement. Je te laisse passer à la question 4, Jean-Charles, parce que Alors, je vois que l'heure tourne. Je passe à la question 4. Ouais, je vois dans le chat, un patron de cabinet me disait hier soir, si tu as 50 ans que tu n'as pas été viré au moins une fois, c'est que tu n'es pas crédible ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas lu la fin du chat, mais voilà. J'adhère complètement à ce qui est dit. Donc la question n'est pas de savoir, quand vous êtes senior, si vous avez eu des promotions pendant 30 ans. La question, c'est de savoir les périodes un peu plus difficiles, comment vous les avez vécues et quelles leçons vous en avez tirées. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, comment décrocher un entretien de recrutement quand on est senior? Alors, c'est là où on va parler du marché ouvert et du marché caché. Le marché ouvert, c'est le marché où, bien sûr, il y a des annonces, où le recrutement est visible en externe. Voilà. Et donc, pour avoir accès au marché ouvert, eh bien, il faut bien sûr lire les annonces. En général, c'est aussi intéressant de se positionner sur les CVTech, sur les réseaux sociaux. Et puis, les cabinets de recrutement passent des annonces. Donc, voilà, allez vers les cabinets de recrutement et les cabinets de conseil en recrutement sur le marché ouvert. C'est effectivement très important. Bon, je ne vais pas trop détailler cette partie-là parce que c'est une partie que vous connaissez bien. Et je vais plutôt insister sur le marché caché. Alors, le marché caché, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une partie du marché caché qui est traitée par les cabinets de chasse de tête. Voilà. Bon, mais après, il faut quand même savoir que la partie chasse de tête dans les cabinets de conseil en recrutement, c'est une partie qui est mineure par rapport au marché ouvert. Voilà. Globalement, il y a beaucoup plus de postes à pourvoir, même chez les seniors qui sont sur le marché ouvert, qui font l'objet d'annonces, qui font l'objet de chasse de tête dans les cabinets, en moyenne. Sauf, bien sûr, les pure players chasse de tête, comme je disais tout à l'heure. Alors après, autre élément à avoir en tête, c'est qu'il y a des postes à pourvoir qui n'arrivent même pas chez les cabinets et qui sont pourvus directement. Ils sont pourvus directement parce que la personne recrute par son réseau, sont pourvus directement parce que la personne a eu des candidatures spontanées et pioche dans ce vivier de candidatures spontanées, ou ça n'arrive pas sur le marché ouvert parce que y a eu une conjonction de facteurs qui fait que la personne a pu avoir connaissance d'une bonne candidature sur une idée de poste qu'elle avait en création, par exemple, et qu'elle n'avait pas encore formalisé. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle le marché caché. Et c'est vrai que le marché caché est quand même une part importante du marché du recrutement cadre. On l'estime au minimum à 40%, 40-50%. Donc, ne pas se préoccuper du marché caché, surtout quand on est senior, c'est quand même se donner un handicap certain. Et donc, moi, ma recommandation, c'est quand même de ne pas se limiter au marché ouvert, mais d'aller aussi sur le marché caché. Alors, deux idées pour aller sur le marché caché. Pour aller sur le marché caché, utilisez la démarche réseau. J'en ai parlé très longuement lors du dernier webinaire. Je ne vais pas, webinaire précédent, je ne vais pas refaire toute la démonstration que j'avais faite à ce moment-là. Je vous invite à aller regarder ce webinaire. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour moi, la démarche de recherche d'emploi,
c'est une démarche de commercial. En fait, vous êtes le commercial de vous-même. Voilà. Et donc, décrocher un rendez-vous, c'est comme si vous étiez commercial pour décrocher un rendez-vous pour vendre quoi? Pour vendre vos compétences, donc pour vendre votre profil. Donc, on peut faire tout à fait des analogies. Et donc, plus on est créatif quand il y a de la concurrence, plus on est créatif dans la démarche pour obtenir les rendez-vous, et mieux c'est. Donc, quand on a une certaine expérience, eh bien, et ça peut être très, très, très utile d'innover dans la démarche et d'aller chercher le marché caché en ouvrant les différentes manières d'avoir accès à l'entretien. Ce que je vous propose dans la démarche réseau, vous le verrez dans le précédent webinaire, au lieu de demander un entretien de recrutement, c'est de demander une aide. Pourquoi? Parce que si vous demandez une aide à quelqu'un, il y a 8 chances sur 10 qu'il vous accorde le rendez-vous. Parce que les gens, il y a un biais cognitif qui fait que les gens, à la base, ont plutôt tendance à dire oui quand on leur réclame de l'aide. Alors que si vous réclamez un entretien de recrutement, et donc pas d'aide, un entretien de recrutement, ça veut dire que la personne doit avoir un poste et qui correspond à votre profil. Et là, si elle n'a pas le poste qui correspond à votre profil, elle vous dira non. Donc, il y a beaucoup d'entretiens qui se font en demandant de l'aide et qui ne se font pas en demandant un entretien de recrutement parce qu'on recherche un poste. Donc, pour développer votre démarche réseau, vous sollicitez les personnes en recherchant de l'aide et pas en recherchant un poste à pourvoir. Et là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'entretiens. Et une fois que vous êtes en face d'une personne, d'un décideur, il va vous découvrir, il va découvrir toutes les belles, les belles soft skills dont on a parlé tout à l'heure et il va complètement oublier l'âge que vous pouvez avoir, il va rentrer en connexion avec vous, les inconscients vont se rencontrer et la personne, il y a de bonnes chances, si elle a un poste à pourvoir qui correspond à votre expérience, il y a de bonnes chances qu'elle fasse la connexion et qu'elle se dise « Eh bien tiens, pourquoi pas ?» Et donc, juste un entretien qui était un entretien pour avoir un ou deux conseils peut se transformer à un entretien où la personne se dit « Ah bah tiens, ce profil-là est intéressant, cette personne-là, elle est dynamique, elle en veut, bon, elle connaît bien son expertise dans le métier, même sur les outils digitaux, etc. Eh bien, elle donne vraiment envie de travailler avec elle. » Donc, la démarche réseau, retenez ce conseil. Pour obtenir des rendez-vous, vous demandez des conseils et de l'aide et vous ne demandez pas un entretien de recrutement, vous recherchez de l'aide et des conseils et vous ne recherchez pas un poste. Et ça va multiplier vos entretiens. Alors, pour plus de détails sur cette démarche, je vous invite à faire un petit retour arrière sur le précédent webinaire. Donc, le point clé de la démarche réseau, je l'ai cité. Ensuite, je vais peut-être dire un mot sur la candidature spontanée. La candidature spontanée, la recommandation que je peux vous faire, c'est de regarder, d'avoir des cibles d'entreprises qui vous intéressent. Parce que la candidature spontanée est plutôt une démarche assez chronophage. Donc, vous allez regarder, vous allez avoir une cible d'entreprise qui vous intéresse par rapport à votre expérience, par rapport à votre cible, par rapport à votre projet professionnel. Vous faites une mini-étude sur cette entreprise et dans votre lettre de candidature spontanée, par rapport à une problématique qui ressort de l'entreprise, de ce que vous avez pu voir sur Internet, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on a tellement d'informations que c'est assez facile d'avoir les idées claires sur les problématiques à venir de l'entreprise. Vous décelez une problématique de l'entreprise à laquelle vous allez pouvoir répondre partiellement grâce aux compétences que vous avez. Et vous allez envoyer une lettre de candidature en montrant à votre interlocuteur que vous avez étudié son cas et que par rapport aux problématiques qu'il a, vous avez des solutions à proposer, ou en tout cas des idées à faire valoir compte tenu de votre parcours et de votre
compétences. Donc, vous voyez que là, on est très loin du CV classique. Hein. On est vraiment sur des mini-études de cas par rapport à tout votre parcours et votre expertise. Si vous êtes senior, c'est que forcément, il y a un certain nombre de compétences que vous avez développées dans votre carrière. Voilà. Donc, ces candidatures spontanées. Et alors, à qui on adresse la candidature spontanée? On adresse la candidature spontanée à la personne qui a la problématique. Ce n'est pas au RH. C'est au manager qui a la problématique, c'est au directeur opérationnel qui a la problématique. Alors, si c'est une problématique RH, vous l'envoyez au DRH. Hein. Mais voilà, si c'est une problématique plus business, plus marketing, plus ceci, plus cela, si c'est une problématique marketing que vous relevez parce que vous avez un profil marketing, eh bien, vous envoyez votre candidature au directeur marketing. Et si c'est une problématique marketing, mais que vous êtes d'un calibre du directeur marketing, et ben, ce n'est pas au directeur marketing qu'il faut l'envoyer, c'est au DG directement, hein, votre candidature spontanée. Parce que le directeur marketing va se voir un peu en concurrence avec votre proposition d'offre de service. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, réfléchissez, un point majeur, hein, un point majeur d'une candidature spontanée, à qui j'envoie la candidature spontanée, et il faut obtenir le mail de la personne qui est susceptible d'être intéressé par votre expertise pour répondre à une problématique qu'il peut avoir. Voilà les deux focus que je voulais faire sur le marché caché, parce que sur le marché ouvert, voilà, vous allez trouver plein de choses d'une manière assez classique, hein, voilà. Mais je voulais quand même faire un petit focus sur le marché caché, parce que n'oublions pas que pour les seniors, hein, il y a quasiment un poste sur deux qui est pourvu par le marché caché. Alors, on va passer à la question numéro 5. Est-ce qu'il y a une question sur le… Alors, que pensez-vous non, vous avez un petit peu répondu. On nous demande si, en fait, dans sa démarche réseau, on peut se cibler sur une région dans le cadre d'un souhait de travailler dans une autre région. La réponse était dans le webinaire sur le réseau. Je ne sais plus si ce point était abordé ou pas. Dans la démarche réseau, après, vous allez orienter votre démarche réseau en fonction de votre cible. Hein. Voilà. C'est sûr que si vous avez envie de profiter de votre repositionnement pour changer de lieu géographique, eh bien, vous allez orienter votre démarche réseau vers le lieu en prenant contact avec des personnes qui sont dans la région que vous ciblez. L'énorme avantage de la démarche réseau et de la candidature spontanée, c'est que c'est vous qui êtes à la manœuvre. Hein. Et c'est vous qui avez l'initiative. Donc, vous allez pouvoir choisir les cibles, les entreprises, les secteurs, les zones géographiques que vous allez privilégier. Vous n'êtes pas dépendant des annonces qui paraissent. Vous sortez de ce cadre. Sur le management de transition, en effet, c'est une question qui est revenue souvent dans vos interactions avec Syntec Conseil Recrutement. Pour redire rapidement de quoi il s'agit, donc ce sont des missions qui sont temporaires. Donc, un manager de transition, il va apporter son soutien à une entreprise pendant une transformation d'envergure. Donc, par exemple, une mission de réduction des coûts, une mission de gestion de crise, une mission de PSE, de restructuration. Et donc, cette mission, elle peut être soit à temps partiel, soit à temps plein, voire aussi à temps partagé. Et pendant le temps de cette mission de transition, le manager de transition va endosser le rôle de dirigeant ou de manager de l'entreprise comme s'il était salarié. Donc, ce sont des missions qui peuvent varier généralement entre 3 mois et 2 ans, qui sont surtout destinées au cadre supérieur, voire dirigeant, donc avec minimum 10 à 15 ans d'expérience, même si aujourd'hui on voit des juniors qui se lancent directement dans du management de transition.
Bon, je suis plus sceptique, mais là, on est vraiment sur des missions réservées aux seniors, donc à vous qui êtes là, avec de l'expérience, avec un certain niveau de responsabilité. Et avec certaines soft skills dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il faut avoir la capacité et l'envie. Il faut avoir un certain leadership pour se faire accepter très vite dans l'entreprise et par les salariés parce qu'on n'est pas là longtemps. Il faut être très adaptable, être capable de passer d'une grande entreprise à une PME, à une start-up pour accomplir une mission. Donc, ça nécessite de s'adapter très vite, d'être très réactif et souvent d'être mobile géographiquement puisqu'on va vous solliciter pour une expertise souvent rare et donc qui peut vous amener à vous promener un peu partout en France, voire à l'étranger. Ce qui peut être intéressant d'aborder rapidement, c'est le comment, c'est-à-dire que le management de transition, il peut s'effectuer sous différentes formes. Alors tout simplement en intérim, c'est la seule particularité. Tout à l'heure, Jean-Charles disait que les agences d'intérim, on n'allait pas tellement s'y attarder parce que c'était pour des postes plus juniors ou moins qualifiés. Il y a certains cabinets d'intérim qui sont spécialisés en management de transition. Donc, c'est vraiment le seul cas particulier. Et l'avantage, bien sûr, c'est que le cabinet d'intérim c'est lui qui vous rémunère et il va facturer vos prestations à l'entreprise. Le CDD, il peut se faire à la fois via un cabinet ou directement par l'entreprise. Le portage salarial, donc là, c'est encore différent. Vous passez par une entreprise de portage salarial qui va facturer vos honoraires et qui va vous rémunérer en salaire. Donc ça, c'est une autre modalité qui est aussi intéressante. Et des cabinets de portage salarial, l'avantage, c'est qu'ils sont souvent très localisés. C'est-à-dire que vous avez des cabinets, moi je suis à Rouen, il y a des cabinets rouennais, des cabinets havrais, des cabinets rennais. Ça vous permet, si vous avez une zone géographique de prédilection d'avoir un cabinet qui est ciblé sur votre zone géographique. Et puis, bien sûr, en tant qu'indépendant, vous pouvez bien sûr aussi vous mettre à votre compte en tant que manager de transition. Il y a des avantages, des inconvénients. Il faut savoir que quand on est indépendant, on doit soi-même chercher ses missions. Et donc, ça nécessite, comme disait Jean-Charles tout à l'heure, d'être bon commercial, en plus d'être bon expert. Voilà, mais donc plusieurs formes de travail, en tout cas plusieurs modalités pour faire du management de transition. Je ne sais pas si vous avez quelques questions sur le sujet. On me demande si un cadre manager senior, mais qui est non supérieur ou dirigeant, pourrait devenir manager de transition, par exemple. Alors oui, s'il a une expertise pointue. Par exemple, en ce moment, je viens juste de recruter un directeur de projet pour implémenter un ERP. Clairement, ça, c'est une compétence qui est pointue, qui est rare. En revanche, on n'est pas obligé d'avoir été manager, dirigeant. On peut avoir une expertise sur le sujet. Et on peut, voilà, si on a 10 ans d'expérience sur le sujet, moi, ça me suffisait. Et vous voyez que ce n'est pas, 25, 30 ans. Et est-ce qu'il existe des sociétés d'intérim ou des cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans le management de transition, qui sont plutôt sur ces postes-là? Alors oui, des agences très locales et des cabinets de recrutement spécialisés en management de transition. Jean-Charles, je sais que tu en connais plusieurs. Oui, il y a Valtus, il y a Robert Walters, par exemple, qui sont des cabinets qui sont assez connus dans le management de transition. Voilà, donc après,
vous trouvez les noms assez facilement sur Internet. Hein, voilà. Voilà, les deux que Jean-Charles vous a cités, c'est parce qu'il les connaît bien et qu'il a confiance. Voilà. Delville, voilà. Vous avez aussi, alors ce qu'il faut aussi savoir, hein, c'est que le management de transition se démocratise, hein, et on voit maintenant des missions de management de transition pour remplacer des femmes en congé maternité, par exemple. Hein, oui, donc c'est vrai que le gros du marché est sur le niveau expertise et de transformation, hein, mais ça a tendance à se démocratiser un peu. Et il y a même des formations au management de transition qui sont apparues. Je sais que Paris Dauphine en propose et que Audencia en propose aussi. Donc ça, c'est vraiment nouveau. J'ai une question, s'il vous plaît, sur les cabinets de management de transition. On voit souvent des postes sur les RH, la finance, la supply chain, mais qu'en est-il sur des postes plutôt de direction commerciale? Moi, c'est un profil direction commerciale export plutôt. Il me semble que ce n'est pas vraiment des profils qui sont recherchés en management de transition. Ouais, et si tel est le cas, est-ce qu'il y a des cabinets spécialisés? Merci. Jean-Charles, En fait, bon, le management de transition, encore une fois, hein, on est plus dans la transformation des organisations, donc ou des sociétés en retournement, ou il y a parfois effectivement beaucoup de missions sur des missions un peu spécifiques par rapport à une situation un peu spécifique. Alors c'est vrai que de ce fait-là, le type de poste que vous décrivez, hein, directeur commercial export, on est moins dans la cible. Après, il y a aussi beaucoup de postes, hein, qui sont quand même à pourvoir quand on a une période de transition sur un poste stratégique, hein. C'est-à-dire que on a par exemple une personne, directeur commercial export, qui fait un burn-out du jour au lendemain. Il n'est plus dans la société parce que il est arrêté et on ne sait pas sur quelle durée. Voilà, une entreprise peut avoir intérêt à, en attendant le recrutement définitif, hein, de faire appel à une société de management de transition pour avoir rapidement un cadre qui va, entre guillemets, un peu gérer les affaires courantes jusqu'au moment où le recrutement de la personne définitive est effectif. Vous voyez. Alors, bon, sur un cas de burn-out, ce n'est pas un recrutement définitif, mais voilà, ça peut être une période temporaire, mais on peut avoir aussi une personne qui voilà, qui entre guillemets démissionne rapidement. Au bout d'un mois, il n'y a plus personne, et puis on n'a pas eu le temps de recruter, et c'est un poste où il ne peut pas y avoir vacances de poste, hein. Donc voilà, on peut avoir ces cas-là, et ces cas-là, eh bien, ça concerne tous les types de postes un peu expérimentés, hein. Mais c'est vrai que pour un poste de directeur commercial, export ou pas, on va plutôt chercher quelqu'un qui va s'investir dans la durée, parce que connaître les clients, développer un portefeuille client, acquérir la confiance des clients, c'est vrai que intuitivement, ça se construit dans la durée plus que sur une mission temporaire. Donc en effet, c'est rare de voir ce type de poste, c'est plus rare de voir ce type de poste en management de transition, mais ce n'est pas impossible. Rapidement, est-ce que c'est toujours possible d'être salarié après 50 ans, Jean-Charles? Oui, ça va être une réponse assez facile, hein. Bon, vous voyez que le taux d'emploi des seniors, hein, il est sur la tranche de 55 à 65, hein, il approche les 55% maintenant. Donc, la réponse est forcément oui, hein. Après, ce que l'on constate, nous, c'est qu'il y a de plus en plus de PME assez importantes, qui n'ont pas suffisamment d'activité pour embaucher quelqu'un en CDI à temps plein, et qui sont de plus en plus ouverts
à embaucher des personnes expertes en CDI à temps partiel. Voilà. Donc là, par exemple, après avoir discuté avec un dirigeant de PME de 150 personnes, hein, un effectif de 150 personnes, il n'a pas de quoi occuper un DRH à plein temps, mais un DRH à temps partiel. Oui. Donc, il va s'orienter vers un recrutement d'un DRH à temps partiel. Et là, forcément, j'ai appuyé sur le fait que ouvrir à des profils seniors serait très intéressant également. Voilà, donc moi, ce que je constate, hein, c'est qu'on a de plus en plus d'ouverture des PME pour embaucher des personnes confirmées et expertes à temps partiel parce que, vu la taille de l'entreprise, ils ne peuvent pas l'embaucher à temps plein. Donc oui, hein, il y a des postes en salarié et des salariés aussi en temps partiel. Si je peux compléter, en effet, cibler les PME quand on est senior, c'est une bonne idée parce que les PME vont avoir besoin de personnes opérationnelles très vite et autonomes, alors que les grandes entreprises vont préférer recruter plutôt des juniors qu'elles vont faire monter, qu'elles vont former à leur main. Donc, en effet, vous avez, je pense, plus d'audience et plus d'écoute de la part des PME aujourd'hui en tant que seniors que des grandes entreprises qui ont leur vivier interne de candidats à promouvoir. Voilà. Donc, les PME, c'est une très, très bonne idée. La reconversion professionnelle, donc c'était la question numéro 7. Pourquoi pas? Mais il y a beaucoup de conditions. C'est-à-dire que quand on change de métier, déjà, il faut avoir bien réfléchi en amont, parfois être passé par un bilan de compétences. Et le changement de profession repose, pour être efficace, doit reposer sur des vraies motivations, des motivations profondes, des moteurs qui sont très présents chez nous et sur des compétences transversales. Donc, les compétences transversales, je vais vous les montrer sur le slide d'après. Mais donc, c'est important de s'appuyer sur ces motivations profondes, d'autant plus quand on est senior, parce qu'on fait bien ce qu'on aime naturellement faire. Et donc ça, c'est vraiment clé. Aller vers des métiers pénuriques. Si vous changez de métier, n'allez pas faire une formation de webmaster, par exemple, quand on a 50 ans. On aura toujours plus compétent, plus agile, plus technophile que nous chez les juniors. Allez plutôt vers des métiers pénuriques où les seniors vont être valorisés. Aller vers les PME, donc on l'a dit tout à l'heure. Accepter de faire des concessions. C'est vrai que ça peut être une difficulté quand on change, quand on se reconvertit. Finalement, on passe d'un statut d'expert de son ancien métier à un statut de débutant dans son nouveau métier. Donc, il faut en effet accepter de passer par des phases de mission, d'apprentissage, parfois faire un effort aussi sur sa rémunération. On va aborder le sujet tout à l'heure. Et puis, il faut avoir envie de se former. La formation est clé quand on fait une reconversion professionnelle. Si je prends mon cas personnel, donc moi j'étais dirigeante d'une filiale d'une ETI. Quand je suis rentrée chez Perfom, j'ai eu 6 mois de formation. Alors, pas continue, hein, en alternance avec mon activité professionnelle, mais quand même, je me suis reformée pendant 6 mois pour devenir experte de ce métier que je faisais un peu intuitivement et que je faisais depuis longtemps, mais avec de nouveaux outils, avec de nouvelles méthodes, de nouveaux tests. Voilà, donc c'est important de se former. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le projet de transition professionnelle. C'est assez récent. Ça permet, on l'appelle aussi le CPF de transition. Donc, ça permet aux personnes qui sont en poste de s'absenter
provisoirement de leur entreprise, poursuivre une formation certifiante grâce à laquelle ils pourront changer de métier ou de profession. Donc, ça sert à financer des reconversions professionnelles. Donc, la condition, par contre, c'est d'être en poste, mais d'avoir un projet de changement. Voilà pour la reconversion professionnelle. Excusez-moi, vous parliez effectivement de métiers pénuriques, en fait. Donc, quel type de métier pénurique pourriez-vous nous conseiller? Alors, est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Alors, ça, c'était une question très large. Alors, en effet, il y a des secteurs d'activité aujourd'hui qui recrutent plus que d'autres, hein. Vous avez cité la santé, mais l'informatique recrute énormément. Je vous citais tout à l'heure un métier pour moi pénurique. Ce sont des métiers qui nécessitent une véritable expertise et une veille permanente. Tout à l'heure, je vous citais l'exemple d'un directeur de projet ERP. Ça, c'est un métier pénurique. Clairement, aujourd'hui, c'est un métier pénurique et qui peut s'apprendre. C'est-à-dire que quand on a… alors, ça me permet de faire le lien avec les compétences transversales. Quand on a la compétence transversale numéro 2, qui est les compétences informatiques, quand on est à l'aise avec l'informatique, qu'on a déjà vécu des changements de RP, mais en tant qu'utilisateur, et qu'on a, par exemple, été key user pour l'implémentation de SAP dans son service commercial, on sait quels sont les fondamentaux pour implémenter un nouvel ERP. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réapprendre pour devenir spécialiste du sujet, très concrètement. Donc, il y a les secteurs d'activité qui recrutent et il y a aussi les métiers sur lesquels il y a des pénuries et sur lesquels il y a des besoins. Alors, sur les secteurs d'activité, en effet, on a cité la santé, l'informatique. Clairement, il y a des métiers qui ont souffert, hein, enfin des secteurs d'activité qui ont souffert. Je pense au tourisme, au commerce, à la restauration. Donc, il y a eu beaucoup de reconversion professionnelle de ces secteurs d'activité-là vers d'autres secteurs d'activité, tout en s'appuyant sur ces fameuses compétences transversales que vous voyez là à l'écran. Quand on est, si je prends un exemple, voilà, par exemple, la compétence 11, manipuler ou examiner des petits objets. J'ai en tête l'exemple d'une entreprise qui employait des couturières, donc typiquement des personnes qui sont très habiles de leurs doigts. Cette entreprise a fermé et l'entreprise qui est venue s'installer à la place a repris une grande partie de la main-d'œuvre de couturière parce que son métier, c'était de mettre en pot des épices, donc de conditionner et de mélanger des épices dans des petits pots. Et les compétences transversales de ces couturières s'adaptaient parfaitement au travail de remplissage de ces pots de façon très précise et méticuleuse, puisque ça se fait au gramme près. Voilà, donc bon, c'est un exemple qui ne vous concerne peut-être pas, mais c'est la même chose pour les cadres et les managers et les cadres dirigeants. Comment structurer sa recherche d'emploi, Jean-Charles, peut-être rapidement parce que je pense qu'on l'a vu sur les autres webinaires aussi. Oui, donc juste là, un petit focus sur ce point-là. La première chose à faire hein, quand on démarche une recherche d'emploi, c'est de structurer son projet professionnel. Quel est mon projet professionnel privilégié? Quel est celui que je mets en avant? Voilà. Vous pouvez aussi en avoir 2 ou 3 hein, voilà, de projets professionnels et votre stratégie de recherche d'emploi sera peut-être différente en fonction du projet professionnel que vous avez. Vous pouvez avoir un plan A, un plan B, un plan C. Pour le plan A, vous allez utiliser tel ou tel canal de recherche d'emploi. Pour le plan B, tel ou tel canal. Pour le plan C, tel ou tel canal. Donc, il y a tout un travail à faire sur voilà, de ce côté-là. Hein. J'effleure juste le sujet, hein, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, c'est juste pour cadrer un peu les choses. Après, en fait, c'est un job de commercial. Hein. Donc, se former aux techniques de recherche d'emploi, c'est aussi se former en fait au job de commercial. Hein.
comment je cherche à décrocher, comment je décroche un rendez-vous, comment je me présente. L'entretien de recrutement, c'est un entretien commercial. Comment je mène cet entretien. Voilà. Le CV, c'est quoi? Ben, c'est votre plaquette. Hein. Le CV, c'est votre plaquette. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, une entreprise en commercial, elle achète un avantage. Hein. Voilà. Et donc, dans une démarche d'embauche, l'entreprise, elle va recruter quelqu'un qui va lui apporter un service, qui va lui faire bénéficier de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, essayez vraiment de raisonner votre recherche d'emploi comme une démarche commerciale. Voilà. Et donc, voilà, se former aux techniques de recherche d'emploi, c'est non seulement bien connaître comment les gens recrutent, hein, mais c'est aussi se former soi en tant que commercial. Parce que vous êtes, votre job, ça va être de vous commercialiser. Commercialiser quoi? C'est vos compétences. Et donc, c'est pas idiot de s'entraîner un peu. Hein. Tout commercial, eh bien, au départ, il a une courbe d'apprentissage. Hein. Donc, voilà. Donc, et puis après, tout commercial, il a aussi son tableau de bord. Hein. Donc, je vous engage pour vous stimuler, pour faire vos choix stratégiques de recherche d'emploi, hein, d'avoir un tableau de bord. J'ai répondu à combien d'annonces? Sur le nombre d'annonces à laquelle j'ai répondu, j'ai été appelé en préqualification téléphonique combien de fois? Après, j'ai été vu en entretien combien de fois? J'ai été dans la shortlist combien de fois? Voilà. Donc ça, à chaque fois, hein, bon, c'est l'entonnoir du commercial. Hein, voilà. Et donc, eh bien, c'est très important que vous suiviez hein, votre activité de recherche d'emploi, qui est votre activité commerciale, comme ça. Parce que si vous avez, ouais, si vous avez pour votre projet A, si vous avez 2 annonces par semaine, bah, ce n'est pas beaucoup. Et ça veut dire que peut-être que réfléchir à une stratégie de recherche d'emploi sur le marché caché pour ce plan A, c'est peut-être une bonne idée. Voilà, hein. Si au contraire, sur ce plan A, vous avez 20 annonces par semaine, eh bien, c'est peut-être pas la peine de s'embêter à aller regarder le marché caché, qui est une démarche un peu plus chronophage. Voilà. Et sur les 20 annonces auxquelles vous avez répondu, si vous êtes appelé qu'une seule fois en qualification téléphonique, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur votre CV et sur votre lettre de motivation ou sur la sélection des annonces à laquelle vous faites. Et si au contraire, vous êtes appelé sur 20 candidatures, si vous êtes appelé 5 fois, c'est un taux correct. Et à ce moment-là, ça veut dire que bah, votre CV, votre lettre de motivation, bah, vous maîtrisez bien le process. Hein. Voilà, vous avez une bonne plaquette et donc les gens ont envie de vous voir. Voilà. Donc voilà. Donc à chaque étape, vous analysez vos chiffres pour réfléchir à est-ce que je suis dans le marché ou pas? Est-ce que ce que je fais, c'est cohérent et est-ce que je suis dans la moyenne du marché ou est-ce que je suis complètement décalé? Si je suis complètement décalé, eh bien, j'ai peut-être une action à mener pour améliorer les choses sur cette étape-là de la démarche commerciale. Hein. Donc, voilà. Donc, très important que vous ayez un tableau de bord dans votre démarche de recherche d'emploi. On passe à la question du salaire, qui est une question qui est revenue plusieurs fois aussi. Comment aborder la question du salaire sans donner l'impression de se brader? Parce que, en effet, quand on est senior, ce qui est le cas de Jean-Charles, ce qui est mon cas, ce n'est plus la rémunération, souvent en tout cas, ce n'est plus la rémunération qui est le premier argument, ni même le deuxième. Généralement, on a moins de besoins, les enfants sont élevés, ont fait leurs études, on a acheté la maison. Bon. Donc, souvent, on est prêt à faire des efforts sur notre rémunération pour être à égalité avec des profils plus jeunes. Donc, comment ne pas donner du coup l'impression de se brader? Si le salaire est affiché
voilà, poste entre 60 et 80 000 euros. Souvent, c'est une fourchette qui est donnée. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est de tout de suite démystifier la rémunération dès votre candidature et même dès votre envoi de CV, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le but d'un CV, c'est d'obtenir un entretien. Donc, il faut que dès le CV, cette question de la rémunération ne soit pas un problème pour pouvoir accéder à l'étape suivante qui est l'entretien. Donc, par exemple, dans votre lettre de motivation, ou s'il n'y a pas de lettre de motivation dans votre résumé, pouvoir dire tout de suite, j'ai bien lu que la fourchette de rémunération est entre 60 et 80 et je vous confirme que je me situe dans cette fourchette. Voilà. Ce qui permet aux recruteurs comme on dit, de démystifier les choses tout de suite, de ne pas se poser la question, oui, mais voilà, il a répondu, mais il a certainement un niveau de rémunération supérieur et après, quand je vais le rencontrer, ben, il va vouloir négocier le salaire à la hausse et puis le client m'a bien dit que ce ne serait pas possible. Bon, voilà, tout de suite le démystifier pour être sélectionné en entretien et après pouvoir expliquer les choses. Alors, si le salaire n'est pas affiché, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut être capable de l'estimer et, idem, de le démystifier. Donc, par exemple, voilà, je sais que la fourchette habituellement proposée pour ce type de poste est entre 60 et 80 et je vous confirme que je me situe dans cette fourchette et je pourrais vous expliquer plus en détail mes motivations. Voilà, mais tout de suite, le démystifier pour à nouveau pouvoir accéder à l'entretien de recrutement. Alors, vous expliquez voilà, mes facteurs de motivation. Bien sûr, c'est ce qui va permettre aux recruteurs de comprendre pourquoi ce n'est pas le salaire qui vous motive. Il faut que vous expliquiez les autres choses qui vous motivent. Donc, les motivations, elles sont bien sûr propres à chacun. En revanche, quand on est senior, ce qui est courant, c'est d'aimer transmettre, c'est d'aimer accompagner, parfois de se donner un dernier challenge. Ça peut aussi être ça et ça peut arranger une entreprise de se dire, bon ben voilà, c'est quelqu'un qui certes ne va pas rester 10 ans dans l'entreprise, mais qui a envie de se donner à fond sur quelques années et ça peut aussi l'intéresser. Donc, voilà, expliquez ce qui vous motive. Si ce n'est pas le salaire, très vite embrayer sur vos réels moteurs, vos motivations profondes, ce qui vous motive réellement en répondant à cette annonce. Et les motivations, elles sont nombreuses. Sur le salaire, pas de remarques, pas d'autres idées peut-être, d'autres idées. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise. Voilà, tout est une question de présentation du sujet. Et puis, on va finir sur les idées reçues sur les seniors. Comment casser ces idées reçues? Alors, les seniors coûteraient trop cher. Ben voilà, hein, c'est une parfaite transition par rapport au salaire. Voilà, hein, ça c'est une des premières idées reçues. Hein, c'est voilà, les seniors coûteraient trop cher. Effectivement, quand on a 30 ans d'expérience, en moyenne, on a un salaire plus élevé que quand on en a 3. C'est factuel. Bon, après, encore une fois, hein, il faut se positionner dans une démarche commerciale et voir si vous êtes un bon rapport qualité-prix. Voilà, hein. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas trop gourmand en salaire, avec toutes les explications qu'a donné Nathalie, vous êtes en position d'être moins gourmand sur la partie salariale pour X et Y raisons, vous allez devenir un excellent rapport qualité-prix. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut bien sûr mettre en valeur. D'autant plus qu'une fois que les personnes vous ont découvert en interne et que vous allez pouvoir démontrer de tout ce que vous êtes capable de faire, eh bien, la révision et les ajustements peuvent venir dans un deuxième temps. Hein. Mais
voilà, je pense que c'est intéressant voilà, voilà, d'avoir en tête le fait que, en général, les profils seniors ont des rapports qualité-prix, entre guillemets, meilleurs que les autres catégories. Voilà. Autre point aussi qu'on peut mettre en valeur sur cet aspect-là des choses, c'est que quand tous les enfants ont quitté le nid et que on est plus contraint d'être fixé dans un lieu donné, hein, eh bien, toutes les études démontrent que les seniors sont moins exigeants en termes de positionnement géographique que les autres catégories. Et donc là, n'oubliez pas de faire valoir ça. Si vous êtes mobile, c'est un point extrêmement important à mettre en valeur dans le cadre de vos recherches d'emploi. Parce que les seniors, en moyenne, sont plus mobiles que les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, autre idée reçue, les seniors ne pourraient pas s'adapter dans une équipe jeune. Alors, la première chose que j'aimerais dire là-dessus, hein, c'est que les seniors et les jeunes ont plein de points communs. Quand vous regardez, je ne vais pas pouvoir vous expliquer un peu le management intergénérationnel hein, en 30 secondes, mais voilà, tous les sociologues sont d'accord sur ce point-là, c'est qu'il y a énormément de passerelles entre la génération bobo et la génération Y et Z. Hein. Donc, ne serait-ce que sur le point du sens. Hein. Voilà, les seniors ont en général une quête de sens profonde qu'on retrouve énormément dans les populations jeunes. Et donc, il y a plein de points communs en termes de profil comportemental et de valeurs entre les seniors et les juniors. Voilà. Autre point important à mettre en valeur qui sont très utiles pour les juniors, c'est qu'en général, les seniors aiment transmettre. Et si les seniors aiment transmettre, c'est intéressant pour les juniors parce que les juniors ont envie de développer leurs compétences. Voilà. Donc, mettre dans une équipe de juniors un senior qui est prêt à transmettre, c'est extrêmement positif. En plus, les seniors ont une large expérience relationnelle. Ils ont vécu des tas d'expériences différentes et donc ils ont cette capacité, cette intelligence relationnelle qui est plus développée que la plupart des juniors. La plupart des seniors ont quand même bien développé leur carrière et ils ont moins, quand ils sont à la recherche d'un emploi, ils ont moins cet aspect carriériste en tête hein, et donc vont moins je dirais, être confrontés ou devenir un concurrent pour les juniors qui peuvent être carriéristes. Et donc, conseil que je peux vous donner, c'est lister un peu tous ces avantages-là hein, d'un senior dans une équipe plus jeune hein, et puis aussi montrer que eh bien, vous aimez bien le fun, vous êtes open à des expériences, vous aimez bien vous amuser en travaillant, parce que ça, c'est une des caractéristiques des équipes de jeunes. Hein. Les gens aiment bien s'amuser en travaillant. Alors, autre point, les seniors seraient plus lents. Voilà. Alors là, j'ai envie de dire que c'est très intéressant de mixer les équipes hein, et de mettre dans des équipes voilà, des seniors et des juniors parce que le senior va apporter dans une équipe cette capacité d'analyse plus large compte tenu de toute son expérience et cette capacité de prise de recul. Et puis, encore une fois, le senior serait plus lent. Bah, c'est une impression. Hein, voilà, est-ce que c'est la réalité? Nous, on a un assessment qui mesure l'énergie des personnes. Je peux vous dire qu'il y a plein de seniors qui sont très élevés sur l'échelle énergie. Hein. Donc, à vous de démontrer que vous êtes dynamique, que vous avez plein d'énergie, que vous faites plein de choses, que
vous avez plein d'activités différentes, que vous avez plein d'envies. Voilà. À vous de montrer votre dynamisme parce qu'il y a plein de seniors qui sont dynamiques voilà, et qui peuvent tordre le cou à cet adage que les seniors seraient lents. Voilà. Ensuite, le senior ne pourrait pas s'adapter à notre entreprise. Alors, on reprocherait au senior ce manque de capacité d'adaptation. Alors là, il faut mettre en valeur justement toutes vos expériences. Et vos expériences, si elles ont été analysées, comme je le disais tout à l'heure, forcément est une richesse et vous donne des capacités de lecture dans des environnements très variés. Et ça, c'est une richesse et c'est quelque chose qui est très important à montrer. J'ai envie de dire aussi que les seniors sont plus stables. Quand vous avez 55 ans, vous avez encore 10 ans à faire. Aujourd'hui, est-ce que les juniors se projettent à 10 ans dans les organisations? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Avec 10 ans devant vous, vous avez vous êtes en capacité de vous projeter bien mieux que les juniors. Et donc ça, il faut pas avoir ce complexe-là de se dire oh bah toute ma carrière n'est plus devant moi. Ça, c'était vrai il y a 20 ans en arrière, où beaucoup de gens faisaient une longue carrière dans les organisations. Aujourd'hui, ça zappe dans tous les sens, ça change d'organisation. 10 ans, promettre 10 ans et une stabilité à 10 ans, c'est énorme pour une organisation. Et donc ça, c'est à faire valoir. C'est à faire valoir. J'ai envie de dire aussi que par rapport à la capacité d'adaptation, il faut que vous ayez une analyse très fine des valeurs de l'organisation. Pourquoi? Parce que quand vous pouvez, vous, démontrer à l'entreprise que vous avez en face de vous, que vous partagez complètement les mêmes valeurs et que vous donnez le même sens, que vous partagez la raison d'être de l'organisation et que vous êtes complètement aligné sur ce que j'appelle le why de l'entreprise, eh bien là, la capacité d'adaptation à l'organisation, elle s'estompe d'elle-même. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer sur ce point-là. Si vous avez en amont de l'entretien ou même dans la lettre de motivation, si vous avez bien décortiqué la valeur et en disant à votre interlocuteur que vous partagez à 100% ces valeurs, c'est un énorme plus. C'est un énorme plus. Et pour tordre le cou, encore une fois, à cette non-adaptation prétendue des seniors dans les organisations, si les seniors n'étaient pas prêts, pas capables de s'adapter, pourquoi que tous les profils de managers de transition sont des seniors? Pourtant, c'est des missions de CDD de 6 mois, d'un an. Bon, c'est bien la preuve que les seniors sont capables de s'adapter, puisque c'est eux qui sont retenus pour les profils de management de transition. Et pourtant, il faut quand même vite s'adapter. Quand on est sur une mission de 6 mois à 1 an, on ne peut pas mettre 6 mois à s'adapter à la nouvelle organisation. Donc, voilà. Donc, vous avez plein d'arguments à développer sur le fait que vous ne seriez pas en capacité de vous adapter à l'entreprise. Là, la balle est vraiment dans votre camp. Et puis après, sur le dernier point, les seniors pourraient être en retard sur l'aspect digital. Alors, il faut d'abord souligner que même si vous n'avez pas baigné dans les derniers outils digitaux dans votre jeunesse, parce qu'ils n'étaient pas sortis, eh bien, aujourd'hui, vous êtes intéressé par cet aspect-là des choses et vous avez, bien sûr, vous vous êtes formé sur ces aspects-là. Et ça, c'est un point important que vous devez mettre en valeur, c'est-à-dire votre capacité à connaître quand même les outils digitaux qui sont importants dans dans vos métiers, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce que vous pouvez aussi mettre en valeur, c'est que avoir un profil senior dans une équipe très digitale et très jeune, ça donne un focus différent. Parce que le digital, c'est bien, mais être que focusé sur les aspects digitaux dans les projets, eh bien, souvent,
on oublie d'autres aspects qui sont aussi importants dans les projets et c'est peut-être aussi cet aspect-là plus complémentaire et plus global que vous pouvez mettre en valeur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les idées préconçues, hein, pour tordre le cou aux idées préconçues. Nous, en tant que cabinet de conseil en recrutement, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire que quand l'entreprise commence à nous parler d'âge, on va creuser pourquoi vous nous dites ça. Hein, quels sont vos freins, quelles sont vos peurs? Et après, on va travailler en entretien avec les seniors pour voir quelles sont, et pour vérifier que les craintes et les peurs de l'organisation sont complètement infondées par rapport à la personne qu'on a en face. Hein, voilà. C'est pour ça que je vous donne toutes ces clés de lecture, parce que si vous donnez à vos interlocuteurs tous les clés de lecture, là je vous ai cité les freins principaux, si vous donnez en face tous les arguments qui viennent battre en brèche toutes ces clés de lecture, eh bien, vous maximisez vos chances d'ouvrir des portes là où parfois elles pourraient rester entrouvertes seulement. Voilà. Donc, la difficulté, Jean-Charles, c'est souvent de sentir où est le frein. Parce qu'aucune entreprise ne va dire vous n'allez pas réussir à vous adapter parce qu'on a une équipe très jeune. Donc, bon, le salaire, oui, vous coûtez plus cher qu'un junior, ça elles savent le dire. C'est plus compliqué de détecter les autres freins. Donc, à vous d'être, encore une fois, commercial, comme disait Jean-Charles, de bien creuser les besoins et les freins que vous pouvez avoir en face de vous pour répondre avec les bons arguments. Parce que, en effet, si l'argument caché, c'est crainte de ne pas s'adapter dans une équipe jeune, ça ne sert à rien d'aller argumenter sur le salaire. Il faut argumenter sur le frein que vous pensez déceler chez votre interlocuteur. Et c'est vrai que là, c'est compliqué de bien discerner ça. Merci à vous deux.